Ceux d'entre vous qui ont lu mon ouvrage Apocalypse 2030 savent que j'ai consacré dans ce livre une grosse partie, évidemment, à la compréhension des phénomènes à l'œuvre pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Et dans ceci, eh bien, j'ai parlé du cœur du réacteur nucléaire de tout le bordel. C'est le monétarisme, l'économie et la finance. Alors, la finance, c'est intéressant parce que on est comme dans une situation de guerre, le renseignement vaut de l'or. Il ne s'agit pas d'avoir la plus grosse armée. Il faut comprendre comment les troupes se positionnent et avoir l'information utile pour pouvoir se positionner en amont. Et donc, ça c'est le premier aspect. Le second aspect, qui ne ment pas également, eh bien, c'est l'argent tout simplement. Donc quand on voit où va le pognon, on comprend un petit peu mieux les systèmes au-delà du paravent des discours qui sont toujours un peu orientés. Et quand on veut comprendre vraiment ce qui se passe, il faut regarder où va l'argent. Alors, il y a quelques temps, il s'est passé un petit événement en France. Bien sûr, je vous apprends rien, cette histoire de dissolution de l'Assemblée nationale juste après les élections européennes. Alors, j'ai observé un petit peu le mouvement de loin, en regardant effectivement les réactions à droite et à gauche. Il y a des gens qui sont euphoriques. Il y a des gens qui, évidemment, croient que le monde va s'effondrer à cause de ça. Et puis, il y en a d'autres qui essayent de faire des analyses pour clarifier un petit peu les choses et essayer de mettre sur la table des scénarios crédibles pour comprendre ce qui risque de se produire bien dans les semaines à venir, puisque l'échéance, a priori, est assez rapide. Il va y avoir d'autres élections. Et à l'issue, eh bien, on verra à quelle sauce va être mangé le français de base. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, au-delà de tout ça, comme je l'ai expliqué dans mon bouquin, sur la base des travaux de Ray Dalio, entre autres, c'est que l'on se trouve dans une énorme fin de cycle, une fin de cycle de l'argent-dette, tout simplement. Les États sont surendettés, et puis comme on arrive à la fin de ce cycle, avec en parallèle un switch de la puissance des empires, eh bien, on entre dans une période tout simplement tumultueuse où il y a des remous à l'intérieur des pays et bien évidemment à l'extérieur des pays, puisque le choc des empires fait que ça entraîne plein de conséquences. Un empire est en perte d'influence, comme ça c'est déjà produit dans l'histoire, puisque tout est cyclique. Et puis l'autre, eh bien, cherche sa place, et puis cherche à prospérer, à grossir, et à prendre le leadership, tout simplement. Alors aujourd'hui, c'est pas très difficile de comprendre qu'on a une zone asiatique et eurasiatique qui est en construction, en plein développement, et qui va prendre dans les années qui viennent le leadership, et puis il y en a de l'autre côté, eh bien, l'Empire américain avec ses vassaux, donc l'Empire un peu vacillant de par son système monétaire, tout simplement, qui bat de l'aile. Alors on a encore du temps devant nous, mais bon, quand même, on est quand même engagé en ce mouvement, et puis il est en train de bouffer un petit peu ses vassaux, ce qui se passe avec l'Europe aujourd'hui. On voit qu'il y a plein d'entreprises allemandes, notamment, qui délocalisent et qui vont s'installer aux US parce que ils vont payer leur énergie beaucoup moins cher. Il y aura peut-être des avantages aussi, on va dire, administratifs, légaux, puisque ici, en zone européenne, on a des normes à tout va qui étranglent tout le monde, des impôts et puis des normes qui étranglent les entrepreneurs. Et donc, on a effectivement ce switch qui s'opère, et à l'intérieur des pays, ça crée des remous, oui, l'inflation, tout ça. Les gens sont mécontents. On avait vu en 2019-2018 le mouvement des Gilets jaunes qu'on avait observé un petit peu partout dans le monde entier. Donc, grosso modo, les peuples qui commencent à se défier de leurs élites dirigeantes. On se demande pourquoi. Bon, ça a été un peu confirmé avec les années 2020 et puis le Coco Circus. On a effectivement des raisons de se méfier. Voilà. Et puis à l'extérieur, eh bien, ce choc des empires pour le leadership qui se manifeste évidemment par des conflits. Donc là, je ne vous apprends rien aussi, ça pousse fort dans l'histoire quand il y a un problème de dette au niveau des États, effectivement, avec la fin d'un cycle monétaire. Derrière, quand il y a une bonne guerre, eh bien, ça remet un petit peu tout d'équerre, puisque bon, c'est comme si on mettait un couvercle ou qu'on faisait table rase, entre guillemets, du passé, on fait défaut sur les dettes, tout ça, puis on redémarre sur un nouveau cycle, un nouveau système. Alors évidemment, il y en a qui sont rincés au passage. Ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait, ceux qui n'ont pas anticipé, ceux qui sont partis au front pour défendre soi-disant des valeurs patriotiques, enfin voilà, tous ces gens-là. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est pas si extraordinaire que ça, ce risque, on va dire, qui se matérialise de plus en plus, et puis là, effectivement, on a une dissolution. Alors pourquoi ça peut être important? Parce que potentiellement, quand on regarde l'aspect purement financier,
on voit que la France a une dette qui est essentiellement détenue par des étrangers. Alors on ne sait pas qui c'est. Voilà, mais enfin, bon, c'est des non-résidents qui ont manifestement beaucoup de moyens financiers pour pouvoir investir leur argent dans la dette française, hein, donc à hauteur de 53%, je crois, quand on regarde les chiffres, c'est détenu par des étrangers. Alors peut-être des pétromonarchies, je ne sais pas, hein, ce qui expliquerait pourquoi on a des mouvements qui se sont développés depuis les années 70, on va dire, en zone française, hein, et essentiellement européenne de l'Ouest, avec une arrivée massive de gens qu'on n'arrive plus du tout à assimiler. Bref, donc il y a peut-être des corrélations comme ça à trouver dans ce sens. On ne va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Toujours est-il que la dette étant détenue par des étrangers, eh ben, c'est ceux qui détiennent le pouvoir de signer le chèque qui commandent. Hein, voilà. Donc, s'il y a effectivement au niveau politique une forme d'instabilité où il y a un risque de perte de contrôle, bah, il suffit de fermer le robinet, et puis comme tout le monde est étranglé, là, à ce moment-là, c'est effectivement les gens qui voulaient, entre guillemets, se rebeller, reviennent dans le giron, tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est celui qui signe le chèque qui commande. Donc aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu des Français qui ont voté voilà, pour le Parlement européen. Donc comme d'habitude, une des options possibles, c'est effectivement dire « je suis pas content », puisque c'est toujours le système passif-agressif. Hein, on vous en met plein la tronche, vous accusez le coup, vous obéissez, vous courbez les chines, puis à un moment donné, boum, le bouchon explose et vous dites « non, je suis pas content ». Donc en général, ça se manifeste au niveau des élections européennes, puis après, bah, il y a effectivement tout le discours habituel des heures les plus sombres, machin, etc. Et donc les gens débandent à ce moment-là et ils revotent comme on leur a dit de voter correctement. Donc ça, c'est une des possibilités, un des scénarios possibles. Et puis, vous avez d'autres scénarios encore. Hein, donc grosso modo, il y a deux forces politiques aujourd'hui qui se détachent, hein, et qui auraient les faveurs des Français. Alors ce qui est drôle quand même, c'est que de voir que des partis ouvertement, par exemple anti-européennes, enfin anti-construction européenne, j'entends, hein, comme elle s'est structurée aujourd'hui, bah, n'ont pas les faveurs du public, alors que pourtant ça serait, d'un point de vue purement logique, ces partis-là qui devraient avoir la faveur des gens, puisque si vous voulez avoir une influence concrète sur votre pays, il faut récupérer de la souveraineté. Hein. Si on considère que le peuple est souverain, ça veut dire que lorsque, par le processus démocratique, vous décidez de quelque chose, vous élisez des représentants, par exemple, pour avoir une politique différente. On sait très bien que ça ne sert à rien, ça ne marche pas depuis des années, et qu'aujourd'hui, avec cette construction et la façon dont elle est organisée, dans le point de vue administratif, bah, vous n'avez pas de souveraineté, donc vous n'avez pas de possibilité de réellement décider. Et donc les gens, la majorité des votants, en fait, n'ont pas compris ça, visiblement. Donc finalement, le vote, c'est une sorte de défouloir, donc tous les gens votent pour les extrêmes en disant bah non, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Voilà. Mais ils votent fatalement pour des partis qui seront de toute façon plus ou moins afféodés à Bruxelles. Donc on dit ça à une bande de technocrates non élus qui décident pour leur maître, hein, ceux qui payent. Voilà. Donc à partir de là, les gens se polarisent. Hein. C'est là aujourd'hui, entre guillemets, l'extrême gauche et de l'autre côté, l'extrême droite. Alors qu'est-ce qui peut en découler de ça? Bah, surtout des remous, tout simplement, hein, comme je le dis. Si on avait éventuellement un gouvernement, entre guillemets, d'extrême gauche ou d'extrême droite qui arrive au pouvoir, à partir du moment où ils restent dans le giron européen et qui suivent le mouvement, ce qui semble être quand même un peu fortement le cas, il n'y a pas vraiment de grande différence, hein, il n'y a pas vraiment de véritable changement. On a vu par exemple, entre guillemets, l'extrême droite en Italie, avec Meloni, bah, il se passe rien, hein, tout simplement. Donc, je veux dire, elle va baiser la main de von der Leyen, soi-disant les migrants qui seraient rejetés à la mer, bah, il ne s'est rien passé. Donc probablement que ça se passerait comme ça s'il y avait un gouvernement, entre guillemets, d'extrême droite qui arrive en France. On aurait une petite agitation, les marchés chuteraient un petit peu, les grosses mains rachètent en bas, comme ça ils sont encore, avant que ça remonte, ils créent le pump, après, puis business as usual, comme j'ai envie de dire. Donc il n'y aurait pas véritablement de grands changements. En plus, on l'a vu dans ces dernières années, il n'y a pas eu effectivement de gros mouvements d'opposition face à Macron et sa politique, il n'y a pas eu de gros mouvements d'opposition face à l'apartheid sanitaire et à toute cette connerie du coco-circus. Les gens sont dans la mouvance de l'OTAN pour effectivement développer cette troisième guerre mondiale qui nous pend au nez.
Donc quel est le véritable changement, hein, à part s'agiter en disant remigration, machin, donc ça c'est du pipeau au final, voilà. Donc on a quand même une forme d'incertitude qui est entretenue, et puis derrière, eh bien, ça fluctue au niveau des marchés financiers. Comme je dis, ça descend un peu, les gens vont racheter, enfin ceux qui sont initiés vont racheter en bas, ça va remonter, et puis business as usual. Donc ça, c'est vraiment un scénario plus que probable. Si vous avez, entre guillemets, l'extrême gauche qui arrive au pouvoir, là, il peut peut-être y avoir des changements, mais c'est même pas sûr, parce que ce qui aurait Mélenchon, qui est à la base un socialiste pur jus depuis toujours. Donc, ce qui attend, en fait, le plus probable, c'est une trahison, entre guillemets, j'ai envie de dire comme d'hab, des gens qui auraient voté pour ces gens-là. Puisque s'il y avait un véritable changement, il faudrait récupérer de la souveraineté, passer par une forme de purge, on va dire, et de diète qui serait pas très cool, hein, parce qu'il faut passer par la souffrance quand même, hein, pour obtenir un véritable changement. Puis après, peut-être qu'on retrouvera un peu de liberté avec un pouvoir de décider d'un point de vue vraiment démocratique. Mais à partir du moment où les gens restent dans le giron de l'Europe, qui elle-même suit le mouvement de l'Empire et puis de ceux qui font le chèque, il ne peut pas y avoir vraiment de grands changements. Alors, c'est ce qui me paraît être les scénarios les plus probables. Après, on peut se dire qu'on peut avoir une énorme surprise, hein, un gouvernement de droite, enfin de vraie droite, d'extrême droite, ou de vraie gauche, d'extrême gauche, qui arrive au pouvoir et qui met un grand coup de pied dans la fourmilière. Moi, je n'y crois pas spécialement, mais on ne sait jamais. Et à ce moment-là, ce qu'il faudrait voir, c'est vérifier sur les marchés financiers ce qui se passe. Alors, on a déjà eu un précédent dans les années 2010 avec cette histoire de crise de la dette. On a eu effectivement 5-6 pays qui ont commencé à sauter entre 2010 et 2013. Et là, on a vu des remous sur les marchés financiers parce qu'il fallait que ces pays se refinancent. Donc, il y avait le FMI qui est arrivé, il y a la Commission européenne, les banques centrales, la BCE, etc., qui ont mis du fric. Et puis, on va dire, qu'est-ce qui en a fait les frais? C'est la population, parce qu'évidemment, il a fallu serrer la vis, serrer la ceinture. Et ça fait un moment quand même que j'évoque cette possibilité d'un scénario à la grecque pour la France, qui se matérialise finalement de plus en plus. Alors qu'est-ce que ça a été pour la Grèce? Peut-être il faut regarder l'histoire. Hein. Les fonctionnaires baissent de la rémunération de 30%, les retraités également, les taxes foncières qui flambent. Hein. Le mec qui avait la moindre bassine dans le jardin qui ressemblait à une piscine, on a taxé ça comme une piscine de luxe. Donc voilà. Après, sur les années qui ont suivi, c'est l'austérité à fond. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher du boulot ailleurs, dans un endroit où ils sont un peu mieux traités. Donc il y a beaucoup de Grecs qui sont partis. Bon, voilà quoi. Hein, c'est ce qui risque d'arriver probablement. De toute façon, le plan global, on le connaît. C'est que vous n'aurez plus rien, mais vous serez quand même content. Donc il y a différents scénarios, différentes voies possibles pour arriver à cet objectif. Hein. Effectivement, une forme d'instabilité politique, avec derrière une menace de couper le robinet de la dette, pour que ça revienne vraiment dans le giron et que les gens pensent à nouveau correctement. C'est plus que probable. Donc quand on regarde effectivement l'époque, les années 2010-2013, donc il y a toutes ces mesures qui ont été prises sur le public, et puis on a eu des signaux sur les marchés financiers. Donc ça, c'est intéressant de l'observer. Alors aujourd'hui, quels sont ces signaux? Si on veut voir comment ça se développe concrètement, eh bien il faut regarder ce qu'on appelle le spread de taux entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, parce que il y a des investisseurs européens qui vont plutôt se réfugier sur les obligations allemandes, qui paraissent plus safe que les obligations françaises, qui sont peut-être en risque si effectivement il y a une forme de défaut qui se présente et que le FMI doit rentrer dans la boucle. Donc quand on fait sur TradingView, je crois, c'est FRDY moins DEDY, donc le 10 ans français moins le 10 ans allemand, on va voir une différence de taux, donc c'est le refinancement des pays, et si ce différentiel augmente, ça veut dire que le pognon se réfugie plutôt en Allemagne qu'en France. Donc ça, c'est intéressant de le regarder. Dans les années 2010, on est monté à environ 1,90. Hein, ce différentiel de taux s'est matérialisé au plus haut à 1,90. Aujourd'hui, on est à 0,70, je crois, ou 0,77. Donc il faut bien vérifier comment le fric risque à un moment donné de se réfugier en Allemagne. Voilà, donc ça c'est un indicateur pour se dire, ouh là, ça commence à puer un peu en zone française.
Vous avez un autre indicateur qui va être toujours pareil sur les marchés financiers, il faut regarder ça, c'est important, c'est l'euro USD, hein, le taux de change tout simplement entre l'euro et le dollar, ce qui paraît logique. Si quand on regarde ce taux de change, il a fluctué dans les années 2010, et ben, l'euro était assez haut, et ben, il s'est pété la gueule, mais en même temps ce qu'on appelle la volatilité. À la moindre info un peu négative, boum, ça descend, puis après, ah ben on fait un package, la BCE donne du pognon à la Grèce par exemple, boum, ça remonte, puis après, vous connaissez le système, hein, après ça redescend, ça fait des vagues comme ça, donc c'est intéressant de regarder ce taux de change parce que là ça va fluctuer. À l'heure où je fais cette vidéo, évidemment l'euro-dollar commence à plonger un peu, bon, c'est logique. Mais il faut voir, il risque à un moment donné de remonter, enfin ça risque de faire des vagues. Quand on dézoome un maximum, il faut juste savoir que, comme je le dis, on est dans ce switch des empires, et que l'empire américain commençant à vaciller, hein, avec sa montagne de milliards de dettes, et puis son économie qui est, voilà, et puis à l'intérieur du pays, cette fracture sociale, ça rappelle quelque chose, hein, c'est un peu le même cas en France, vous avez effectivement... vous avez l'Empire qui va bouffer les vassaux. Donc on voit bien que c'est l'Europe qui est bouffée aujourd'hui. Hein. Donc les investisseurs vont se réfugier en zone dollar plutôt que d'avoir des euros qui à un moment donné, l'euro risque de vraiment perdre de la valeur, et puis si ça se fracture, les gens reviennent à leur monnaie nationale. Donc là, il y a une zone de turbulence. À ce moment-là, il vaut mieux avoir des dollars, même si le dollar n'est pas en grande forme aussi, ça sera le dernier à tenir encore, plutôt que des francs qui vont se transformer en des euros. Enfin, des euros qui se transformeront en francs. Vous avez compris le truc. Voilà. Donc, ce taux de change euro-USD, il est important. Faut bien le vérifier. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Il y a le franc suisse aussi, bien évidemment. Hein. Il faut regarder l'euro et le franc suisse parce que c'est pareil. En zone euro, il vaut mieux avoir des francs suisses à un moment donné qu'une monnaie qui risque de sauter. Ou voilà. Donc, ça, c'est des indicateurs importants. Puis, vous avez bien évidemment le fameux CAC 40. Hein. Alors, on va pas se mentir, on va pas raconter de bêtises. Le CAC 40, si vous avez des entreprises effectivement qui font leur business à l'extérieur de la France et de l'Europe, il y a peu de chances que, alors elles sont soumises légalement à la zone où elles sont effectivement déclarées. Donc si c'est l'extrême gauche qui passe, ils vont les faire chier. Mais dans l'absolu, c'est juste le mouvement des foules, c'est la peur. Donc les cours vont tomber, et après ça va remonter. Donc ceux qui vont racheter en bas, ils vont se gaver. Voilà, c'est tout simplement ça. Si vous avez un LVMH, enfin quand on se promène à Paris, par exemple, ceux qui achètent des sacs Hermès à 5 000 ou 8 000 euros, c'est pas des Français qui font la queue devant la boutique, c'est des Chinois. Donc ils achètent en valeur dollar, hein, tout simplement. Donc eux, ils n'ont pas à s'inquiéter, outre mesure, d'un problème local. Voilà, donc c'est juste la psychologie des foules, les gens ont peur, ils vendent, et à ce moment-là, les grosses marques achètent en bas, c'est toujours la même chose. Hein, quand il y a une crise comme ça veut dire de la volatilité, les gens ont peur, ils vendent, ils rachètent, voilà, il y en a qui vendent en bas, et puis qui achètent en haut, enfin voilà, et ceux qui se placent correctement font l'inverse, tout simplement. Donc il n'y a pas effectivement de grands risques, bien observer ce qui se passe sur les marchés financiers pour voir comment la situation va se développer. Effectivement, il va y avoir de la volatilité. N'oubliez pas, encore une fois, en dézoomant un maximum, qu'on est dans cette zone de friction et de changement de cycle global, macro, qui fait que, eh bien, à l'extérieur aussi, ça tangue. Voilà, donc on pousse un peu à la Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas s'il y aura effectivement des frappes nucléaires, mais en tout cas, ça sera comme le Coco Circus, c'est ce que j'expliquais dans mon bouquin. Plus vraisemblablement, on va essayer de vous faire, de vous mettre dans une matrice, on va dire, d'illusion, on va dire la crise est grave, vous faire percevoir un truc très très grave, mais il ne faut pas que ça déborde trop quand même, hein, pour pouvoir vous sucer la moelle un maximum. Hein. C'est plus ça qui risque de se présenter. Voilà. Alors, pourquoi je fais toujours ces vidéos là-dessus, sur l'environnement? Parce que, comme j'ai déjà expliqué, moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement personnel, tout simplement. C'est effectivement de m'améliorer un maximum. Donc, ça passe par le physique, ça passe par le mental, mais il faut aussi comprendre que l'on est en interaction permanente avec l'environnement. Et parfois, vous avez l'impression que vous faites le taf, mais comme vous vous faites polluer de l'extérieur, eh bien, vous pédalez dans la semoule, tout simplement. Donc, ces constats qui sont opérés, et notamment au niveau global macro, et puis après, quand on descend, on va dire plus spécifiquement dans les zones, et là où vous vivez, ça a une influence directe. Hein, ça a une influence directe sur l'atmosphère, sur l'énergie, tout simplement. Et puis là, vous croyiez que vous étiez performant, mais en fait, vous faites polluer
jusqu'à la moelle, ce qui fait que ça n'avance pas, tout simplement. Donc c'est super important de comprendre l'environnement dans lequel on évolue, hein, comme une cellule à l'intérieur d'un corps. Vous n'êtes pas isolé de tout le reste. Tout participe, hein, à votre bien-être, donc à votre croissance ou à votre dégénérescence. En tant qu'être humain, c'est exactement la même chose. Si vous n'êtes pas dans le bon environnement, si vous subissez ces pollutions qui viennent de l'extérieur, ça ne va pas. Donc ce qui est important, c'est évidemment de bien comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Il y a l'environnement politique, économique, voilà, structurel, hein, de ce qui fait vos vies. Et à partir de là, c'est plus facile de se positionner. On se positionne chacun à sa mesure, hein, tout le monde ne peut pas... Voilà, ça dépend des moyens de chacun, s'expatrier, machin, etc. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre déjà tous ces mouvements, parce que potentiellement on peut les encaisser plus facilement. Voilà. Donc aujourd'hui, un événement comme celui-là, cette instabilité, hein, politique en France, bon bah voilà, elle s'explique tout simplement. Elle s'explique tout simplement. Il s'agit pour ça de dézoomer un maximum. Hein, voilà, dézoomer un maximum. Si les gens qui votent majoritairement pour les extrêmes, pour de mauvaises raisons encore, quand je dis mauvaises raisons, c'est des réactions, hein, instinctives finalement, de survie, mais sans analyser tous les tenants et les aboutissants, il n'y a pas de véritable changement potentiel possible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme disait Houellebecq, dans la vie, il peut se passer plein de choses et surtout rien. Et là, je pense que c'est le risque qui nous prend au nez, hein, puisque à l'instant T1 comme aujourd'hui, quand on regarde la situation dans laquelle on est, comment elle s'est développée, il faut faire un retour sur l'histoire, tout simplement, et puis on s'aperçoit que de gauche comme de droite, les politiques sont toujours les mêmes, finalement, elles vont dans la même direction. Donc il faut sortir des schémas classiques, des schémas de manipulation, des biais psychologiques, hein, dans lesquels on baigne, qui nous constituent, pour comprendre. Voilà. Et encore, je le dis une fois de plus, ce qui est important, c'est la bonne information, et puis les marchés financiers, parce que quand on... Voilà, c'est où va le pognon, hein. On peut dire plein de choses, mais il faut voir ce qui est fait réellement, et les actions, elles sont menées par l'argent. Si l'argent va dans... Les mouvements de capitaux ne mentent pas, eux en général. Voilà. Allez, sur ce, écoutez, il faut profiter du soleil, hein, parce que s'il y a un petit rayon qui vient, voilà, il faut se nourrir de vitamine D aussi. Allez, je vous dis à plus.